Allez, l'histoire de ce soir s'appelle Le sous-sol secret de Costco. Je ne touche plus à rien. Mon mari est en train de mourir. Malgré le bon pronostic après l'accident, il s'affaiblit chaque jour. Après qu'il ne puisse même plus prononcer mon nom, j'ai désespéré. J'ai posté des détails de sa situation sur tous les forums que je pouvais trouver. Médical, survivant d'accident, j'ai même posté sur un forum vague du Deep Web. Appelez, aidez-vous. C'est là que j'ai reçu un message privé de Crimson87. Je veux vous aider. Je vous enverrai des instructions demain matin. C. Le matin suivant, je n'ai pas reçu de message privé. J'ai reçu une lettre, une vraie enveloppe en papier rangée dans ma boîte aux lettres vide. Après avoir surmonté la terreur initiale, il sait apparemment où j'habite. Je l'ai vite ouverte et j'ai lu la lettre à l'intérieur. Cher Blair, voici les instructions. Assurez-vous de les suivre à la lettre où il pourrait vous trouver. Et si tel est le cas, nous aurons un problème. C. 1. Conduisez jusqu'au Costco. 2. Apportez une photo de votre mari et quelque chose qui pourrait avoir son ADN dessus, comme une brosse à dents. 2. Allez dans la pièce des produits réfrigérés à l'arrière. Vous y verrez une femme rousse se tenant là, faisant semblant de trier la laitue. Elle portera une veste rouge et un badge de Costco. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une employée. 3. Allez vers elle et demandez « Est-ce que vous avez des myrtilles bio ? Mon fils est allergique aux autres. » 4. Tant que la section des produits réfrigérés est vide, elle sourira et vous conduira vers les myrtilles. Lorsqu'elle prendra une boîte et vous la donnera, elle la laissera tomber exprès. Oh non, elle fera comme si c'était un accident. Jouez le jeu. 5. Quel bazar, des myrtilles partout par terre. Elle dira « Je vais rester là et m'assurer que personne ne vienne pendant que nous attendons le concierge. » 6. Bien sûr, aucun concierge ne viendra. 7. Elle montera la garde devant les produits. Allez vers le mur de droite, là où se trouve une caisse de champignons. Poussez-la vers le mur, elle roulera et révélera une petite alcôve. En dessous, vous verrez un trou rectangulaire découpé dans le sol et une échelle menant vers le bas. 8. Descendez. Mes yeux se posèrent sur le bas de la feuille, où il avait griffonné aux marques rouges « Attention à lire avant toute chose ». 1. Ne vous contentez pas de vous diriger vers la section des produits frais. Ils sauront ce que vous êtes en train de faire. Prenez un caddie, remplissez-le avec n'importe quoi. Vous devez vous fondre autant que possible dans la masse et les autres acheteurs. Pour la même raison, ne portez pas de couleurs vives ni de maquillage voyant. 2. Si une petite femme avec un enfant attaché à la poitrine vous demande de l'aide, refusez gentiment. Elle est l'un d'entre eux. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que l'enfant attaché à sa poitrine n'est qu'une poupée. 3. Ne parlez pas à l'homme devant le revêtement publicitaire du magasin. Il n'est pas l'un d'entre eux, mais il est juste très grossier. 4. N'achetez pas de nourriture au café. J'ai plié le papier et je l'ai calé dans ma poche. Puis, je me suis précipitée dans la maison. J'ai saisi les objets qu'il demandait et j'ai sauté dans la voiture.
En un grincement de pneus, j'étais sur la route. Coucou Chadou, comment vas-tu? Ça fait une décennie que je n'avais pas mis les pieds à Costco. Tout paraissait différent, plus grand, plus vide. Les étagères s'étiraient jusqu'au plafond, bien au-dessus de moi. Une section saisonnière de sapins de Noël pailletés et de Père Noël dansant était installée tout en bas. J'ai fait rouler mon caddie dans l'une des premières allées. Serviettes et couverts en papier me regardaient. J'ai attrapé une grosse pile d'assiettes en papier et je l'ai jetée dans mon chariot. Clink, le métal s'agita. Au bout de l'allée, j'ai tourné à gauche. Excusez-moi, je me suis retournée. Une jolie femme blonde se tenait derrière moi. Oui, elle me sourit gentiment. Je ne peux pas vous déranger, mais vous pourriez m'aider à attraper cela. Elle pointa du doigt une bouteille de sirop d'érable en haut d'une étagère. Je ne peux pas l'atteindre et vous êtes si grande. Je l'ai fixée, le cœur commençant à tambouriner. J'ai baissé les yeux. Un enfant immobile était attaché à sa poitrine. Non, désolé, je suis pressée. Mais j'ai accéléré mon rythme. Le chariot roulait sur le sol en vitesse et je n'ai pas ralenti avant d'avoir tourné dans un coin. Ensuite, j'ai pris quelques autres leurres, quelques muffins au maïs, un sac de clémentines et je suis arrivée à la pièce des produits frais. Quand je suis entrée, elle était là, la femme rousse triant la laitue. Je me suis éclairci la voix. Est-ce que vous avez des myrtilles bio? Mon fils, il ne peut pas en manger d'autres. Je veux dire, il est allergique aux autres. Merde! Elle me sourit et se dirigea vers les myrtilles. Elles sont juste là. Elle prit l'une des boîtes. Splav! Je l'ai regardée partir lorsqu'elle s'immobilisa pour garder l'entrée. J'ai couru vers la caisse à champignons. Je l'ai poussée. Ça a roulé facilement sous mes mains. En jetant un dernier coup d'œil à la femme rousse, je suis descendue dans le gouffre. Les barreaux en métal étaient froids sous mes mains. Ils étaient rugueux, comme s'ils étaient couverts de rouille. Le carré de lumière au-dessus de moi rétrécit jusqu'à devenir à peine plus qu'une étoile brillante dans un ciel noir. Paf! Mes pieds heurtèrent le sol dur. Ploc, ploc, ploc. Le bruit de l'eau provenait de quelque part dans l'obscurité, accompagné d'un léger bruissement. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe de poche. Ça va bien, merci, Chadou. Devant moi se trouvait un tunnel taillé dans la pierre, comme une sorte d'hybride étrange entre un sous-sol et une cave. J'ai donc avancé. Le sol était irrégulier et je devais me concentrer pour garder mon équilibre. Les murs humides brillaient sous la lumière blanche. Après quelques minutes, j'ai trouvé une porte de bois enfoncée dans la pierre. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une pièce caverneuse et sombre. Les murs lisses et la forme rectangulaire faisaient penser à un sous-sol classique. Mais il y avait une odeur de pourri, comme dans les marais. Au centre se trouvait une table. Un des pieds était tordu et cassé. Il y avait une feuille de papier au milieu. Laissez les objets ici, nous nous occuperons du reste. C. J'ai sorti la brosse à dents et la photo de ma poche. Je les ai placées sur la table. J'ai observé la pièce, mais aussi loin que je puisse le dire, elle était vide. La chose la plus proche d'une personne était un tas de vêtements dans le coin du fond. Mon cœur s'est balancé de doute, mais j'ai essayé de me concentrer sur Dan et la vie heureuse qu'on méritait alors. Et c'est ainsi que je sortais du sous-sol. Dan sortit de l'hôpital et rentra à la maison 2 jours plus tard. La première nuit à la maison, on s'est assis sur le canapé devant la télévision, en mangeant de la glace,
comme si de rien n'était. Je suppose que je vis sur du temps emprunté, dit Dan, la bouche pleine de cookies et de glace. Mieux vaut le faire compter. En mangeant des tonnes de glace, en menant une bonne vie. Oh! Il me sourit, j'ai attrapé sa main, je l'ai serrée, et j'ai souri en retour. Mais nos sourires se sont effacés quand les infos arrivèrent. Une présentatrice se tenait devant le Costco. Des douzaines de voitures de police étaient garées autour avec leurs lumières bleues et rouges perçant la nuit. Soir, la police a trouvé des preuves de l'activité d'une secte violente au Costco. Commença-t-elle. Je plantais nerveusement ma glace avec ma cuillère. Des restes humains appartenant à une douzaine d'individus ont été retrouvés dans le sous-sol. Ils vont de quelques jours à quelques années. La police pense que certains correspondent à des personnes du coin disparues, mais nous attendons les réponses des médecins légistes. Le plus récent, cependant, a été identifié. Il appartient à Carly Bessinger, 24 ans. Une photographe est apparue à l'écran, cheveux blonds, yeux bleus, un sourire chaleureux. C'était elle, la femme blonde qui m'a demandé d'attraper quelque chose sur une étagère. La vidéo de surveillance la montre en train de marcher dans le magasin. Il y a 2 jours, en vie et en bonne santé, jusqu'à ce qu'elle entre dans la pièce des produits frais. La voix de la journaliste s'estompa. Je n'écoutais déjà plus. Crimson a menti. Il n'y avait pas de eux, pas de femme avec une poupée attachée à sa poitrine, attendant de pouvoir me sauter dessus. Aucune entité maléfique observant, pensant, complotant. Il ne voulait simplement pas que je parle à un témoin, à une victime, à un sacrifice. J'ai alors regardé Dan. Il regardait, ignorant de l'inquiétude disséminée sous mes traits. J'ai baissé les yeux sur le sol, incapable de continuer à regarder. Dan ne vivait pas sur du temps emprunté. Il vivait sur du temps volé. Voilà, c'était la première histoire. Chelou. Oui, parce que lui, il était à l'hôpital et il allait bien. Donc, est-ce qu'il faisait des rituels avec l'ADN ou des trucs comme ça? On n'a pas vraiment d'indices là-dessus. Le mystère reste entier. Excusez-moi. L'histoire suivante, c'est pendu à un arbre. J'aime pas qu'on n'a pas les réponses à la fin. Non, moi non plus, j'aime bien avoir les réponses. On comprend que il a survécu, que c'est parce qu'elle a fait, mais je ne vois pas le rapport entre la secte, les morceaux de corps retrouvés, la jeune femme tuée, etc. Le lien qu'il y a entre cela et son mari. Mais qu'a-t-elle fait? Juste déposer une photo et une brosse à dents. Et puis elle est partie. C'est ça, le lien n'est pas clair, exactement. On ne comprend pas pourquoi elle a été portée ça. Elle avait des règles bien spéciales à respecter. Mais oui, ça, on comprend qu'il y a une partie, c'était la secte et les autres, c'était pas la secte. La dame, c'était une victime. Et
Mais ce qui a été fait à son mari pour que son mari guérisse, c'est le flou complet. Il faut deviner. Donc, voilou. Ah, mais Kevin a fini de streamer, on dirait. Attendez, parce que j'avais mis le... Ah oui, il a fini. Bon, je vais couper, hop. Et je vais juste laisser le lurk à John. Alors, l'histoire suivante. Oui, voilà, c'est ça, supposé. Pendu à un arbre. Je l'ai laissé seul pendant 30 secondes pour aller chercher de l'eau. Quand je suis revenue, elle avait disparu. Kazé, ai-je crié. Kazé, où es-tu? Comme si elle pouvait me répondre. Elle n'a que 16 mois. Elle connaît genre 5 mots. Kazé, la panique s'installait. J'ai couru vers la pile de jouets dans le salon, les escaliers qu'elle aimait grimper, la bibliothèque avec le nouveau Bonne Nuit, mon précieux posé en haut. Elle n'était pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Marc. En sortant la tête de sa tanière, je ne trouve plus Kazé. Elle n'était pas dans le salon. Tu n'étais pas en train de la surveiller. Si, mais je suis allée chercher de l'eau et maintenant elle a disparu. Un regard paniqué s'est installé sur son visage. Il courut hors de la pièce et me suivit en bas des escaliers, appelant son nom. J'ai traversé le hall d'entrée. La porte était légèrement ouverte. Non, il n'y a aucun moyen qu'elle ait ouvert ça toute seule. Elle est à peine assez grande pour atteindre la poignée. Marc, ici. J'ai ouvert la porte. Les voitures passaient sur la route. Des flaques s'accumulaient dans l'herbe humide. Non, non, non. Est-ce qu'elle est sortie dans la rue? La crainte s'installait lourdement dans mon cœur. Ça ne peut pas arriver, oh mon Dieu. Mon Dieu, non, s'il vous plaît, non. Marc fonça vers la route. Elle n'est pas là. Il l'appela, scrutant les buissons le long de la route. Je me suis retournée, sondant la cour avant. Kazé, ai-je hurlé, aussi fort que je le pouvais. J'ai écouté, espérant entendre son doux petit babillage, ses petits pas traversant dans la boue. Mais seul le silence remplissait mes oreilles. En ce moment, elle pouvait être en train de mourir, courant dans les bois, trébuchant dans les ronces, tombant la tête la première dans une flaque. J'ai jeté un coup d'œil dans la cour, c'était devenu un mélange flou d'herbes vertes et de ciel blanc. La gravité de cette pensée, c'est ce que je choisirais de faire dans les prochaines minutes, qui pourrait décider de la vie ou de la mort de ma fille. Cela me tomba dessus, j'étais paralysée. Et si quelqu'un l'avait enlevée? Non, c'est pas possible. On les aurait entendus entrer. Amanda? Marc appelait depuis la cour arrière. Amanda. J'ai foncé à travers l'herbe, mes pieds glissant dans la boue. Alors que j'arrivais au coin de la maison, une terrible vision est apparue. Un petit point rose, au loin, dans la cour arrière, pendu aux branches grises et tordues d'un arbre. Kazé, ai-je crié, ma voix à présent rauque. Kazé. Marc se tenait au pied de l'arbre, paralysé, la fixant. Je suis arrivée à l'arbre, là, je reconnais tout. Son t-shirt rose avec une souris imprimée dessus, ses boucles brunes, son jogging bleu, enfilé sur des jambes immobiles. Elle pendait là, à une des plus basses branches, aussi figée qu'un cadavre. Oh mon Dieu, non! J'ai jeté mes chaussures et je me suis dressée. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai délicatement tirée à travers les branches. Elle est toute froide, elle a froid. Kazé,
J'étais en train de regarder une poupée conçue pour ressembler à ma fille. Boucles brunes, yeux bleus, une tenue avec laquelle je l'habillais souvent. J'ai commencé à sangloter, souffrante, égratignée par les branches. Je suis doucement descendue jusqu'au sol. La poupée est tombée par terre. Marc a laissé échapper un cri étranglé. Nous sommes restés là, figés, essayant de comprendre ce qui se passait. Nous avons tous les deux levé les yeux, crac, dans l'ombre de la nuit. Au-delà de la cour arrière, quelque chose bougeait. Une biche. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. La forme brune qui se déplaçait parmi les branches. C'était un homme portant un camouflage de chasseur courant dans les bois. Un lourd sac marron se balançait sur son épaule. Nous l'avons poursuivi, nous avons appelé la police, nous avons crié et hurlé et fait tout le bruit que nous pouvions. À environ 40 mètres dans la forêt, il a déposé le sac et a continué à pied. Quand nous l'avons ouvert, Kazé était là, terrifié, le visage rouge, la bouche scotchée. Je ne pourrais même pas décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai vu que ma fille était vivante. La police l'a attrapée une demi-heure plus tard, en train de se cacher dans les ronces près du vieux ruisseau. J'ai acheté quelques armes à feu, j'ai acheté des nouveaux cadenas brillants et placés à la porte d'entrée. J'ai installé une bonne caméra de sécurité donnant sur notre cour arrière et sur les bois. Si jamais ça arrive de nouveau, nous sommes prêts cette fois-ci. Voili voilou. Il avait créé une poupée qui ressemblait à la petite fille pour enlever la petite fille, le pseudo chasseur. Et heureusement que les parents ont fait attention. Je suis là. Moi aussi, je suis là. Je suis un peu déçue de ce livre, mais nous sommes à moitié. Nous avons encore une moitié de livre à faire, même plus d'une moitié. Nous sommes à la page 83. Et il y a 191, non, 100, attendez. Oui, je sais que tu te l'avais, je te taquine. 193 pages. Donc il reste 110 pages. Elles sont un peu, je trouve, tirées par les cheveux. Mais bon, moi j'ai le livre, donc il faut que je les lise, sinon j'ai pris le livre pour rien. Mais je trouve que les histoires sont tirées par les cheveux. C'est plus ça. Allez, on va en faire une dernière avant de faire le raid chez John. Alors, l'histoire suivante s'appelle Le terroriste. Non, elles ne sont pas. Je trouve que. Après, peut-être, tu vois, Caro, que les histoires ont plus de fond. Mais ça a été traduit, tu vois. Les 30 histoires d'horreur de Daniel Blair ont été traduites. Est-ce que la traduction reprend exactement le fond et la forme de l'histoire? Tempête en Bretagne. Il va y en avoir une demain en Belgique. J'ai été partout où je devais aller aujourd'hui. Je devais aller en pharmacie, etc.
pour éviter justement de mettre mon nez dehors demain. Vous l'avez vu hein, dans le Discord, vous allez dans photos et vous allez voir ce que Aurora elle a publié lundi. Ah oui. C'est ça, Caro. Et vous verrez sur cette vidéo, c'est pas une photo. Tu vas voir, Aurora a filmé au-dessus de chez moi, où il y a le château d'eau, un début de tornade. Et puis ça s'est arrêté, heureusement. Et c'était lundi vers 17h, un truc du genre, plus ou moins. Ouais, c'est ça, j'ai lu ça. J'ai lu. Alors, est-ce que c'était une tentative hein, de tornade? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un essai ou... J'ai aucune idée. Bien sûr, ça arrive souvent. C'est le moment d'aller faire une randonnée. Bon, on va faire la dernière et puis après on fera le raid. De toute façon, vous inquiétez pas, même si vous les avez ratés, je les mettrai sur YouTube. Le terroriste. Je n'appréciais pas mon vol. J'étais sur le siège du milieu, imbriqué entre les ados aux cheveux violets et une femme avec un bébé en train de crier. J'ai essayé de faire une sieste pendant une vingtaine de minutes quand j'ai finalement réussi à m'assoupir. Un bruit m'a réveillé à peine quelques minutes plus tard. Clac. Je me suis retournée. Au début, je n'étais pas sûre d'où le son provenait. Mais mes yeux sont tombés sur un homme étrangement habillé de l'autre côté de l'allée. Bizarrement, il me faisait penser à Neo de Matrix. Cheveux noirs, vêtements noirs, lunettes de soleil noires. Il tenait un petit attaché-caisse en cuir sur ses cuisses, arborant les mots Black Window, INC. Le son provenait de l'ouverture de ses fermoirs dorés. Clac, clac. Vous savez, quand on ouvre une valise, le claquement. À défaut d'avoir autre chose à faire, je l'ai regardé. Il a ouvert sa mallette de quelques centimètres, a regardé à l'intérieur et a souri. Un petit sourire comme s'il voulait que personne d'autre ne le voie. Je l'ai observé curieusement alors qu'il ouvrait, son sourire devenant de plus en plus large. Des gâteaux, un ordinateur, une bombe. Mais non, c'est rien de tout cela. La mallette était vide. Bizarre, je pensais, riant un peu intérieurement. Ce mec a probablement oublié toutes ses affaires à l'aéroport ou quelque chose comme ça. Je me suis souri, j'ai blotti ma tête contre l'oreiller et j'ai fermé les yeux. Bam, bam, bam. Mes yeux se sont ouverts subitement. La personne qui était assise à côté de Néo, un homme rond d'une soixantaine d'années, était soudainement en train de frapper la fenêtre à coups de poing. Elle tremblait dangereusement, vieux fou à rigoler, cheveux violets. Mais ce ne fut pas drôle très longtemps. Le vieil homme saisit son ordinateur et avec toute la force qu'il pouvait rassembler, il commença à le cogner contre la fenêtre. « Il va la casser !» ai-je crié. J'ai martelé le bouton d'appel. « Allez, allez !» Le silence dans l'avion s'est transformé en une cacophonie de voix paniquées. La personne de l'autre côté de Néo, une fillette de 12 ans, portant un t-shirt fleuri jaune, courut à travers l'allée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait chercher de l'aide, mais elle courait quelques rangées devant nous, et elle commença à escalader les passagers près de la sortie de secours.
Elle se mit à griffer la porte. Mais qu'est-ce qu'elle fait? La maman pleura. Le bébé, sentant la panique, commença à gémir aussi. La personne aux cheveux violets était enfin effrayée, ses yeux bruns écarquillés. Et arrête, l'hôtesse de l'air arriva, fonça dans l'allée, haletante et tremblante. Repars sur ton siège, a-t-elle réprimandé. Laissez-moi partir, hurla-t-elle. Il faut que je sorte d'ici. Puis elle se retourna, mordant l'hôtesse aussi fort qu'elle pouvait. Un cri, et elle la laissa tomber. La fillette courut de nouveau vers la sortie, mais c'est les passagers qui étaient prêts cette fois-ci. Un des hommes sauta de son siège et l'attrapa par la taille. « Par ici !» ai-je crié à l'hôtesse. « Il va casser la fenêtre !» Le vieil homme frappait sans cesse le verre. Étonnamment, Néo ne faisait rien pour l'en empêcher. Il était juste là, assis sur le siège du milieu, avec un petit sourire sur les lèvres. Et dès que les yeux de l'hôtesse se sont posés sur lui, son sourire s'élargit. J'ai sauté de mon siège et quelques autres ont fait de même et nous nous sommes dirigés vers le vieil homme. Dès que nous l'avons touché, il s'est retourné, nous fixant avec des yeux féroces. « Ne me touchez pas !» a-t-il craché. « Monsieur, vous devez vous calmer. La fenêtre est fissurée. Arrêtez-le !» On a finalement réussi à l'éloigner de la fenêtre, le traînant devant Néo, qui nous regardait avec un sourire entendu. Lorsque nous avons sorti le vieil homme hors de l'allée, nous pensions que c'était terminé, mais ça ne l'était pas. Parce que maintenant, 2 autres personnes, les personnes dont le siège du milieu directement devant et derrière Néo, se levèrent, le regard déchaîné. L'un des deux, une femme un peu geek comme ça, avec des lunettes, courut vers l'avant de l'avion. L'autre, un universitaire barbu, se dirigea vers l'arrière. L'hôtesse de l'air pâlit. « Ils vont vers les trappes d'urgence » a-t-elle chuchoté. Nous leur avons couru après et nous ne nous sommes pas arrivés à temps. Mais il se trouve que les trappes d'avion sont magnifiquement bien construites et il faudrait plusieurs tonnes de force pour les ouvrir en plein vol. Ça n'a pas empêché ces deux-là d'essayer cependant. La femme cria et força jusqu'à ce qu'elle s'effondre, sanglotant sur le sol. Le barbu grogna et poussa jusqu'à ce qu'il vomisse de surmenage. Nous avons fait un atterrissage d'urgence. Les 4 passagers ont été placés en détention à notre arrivée. D'une manière ou d'une autre, Néo est passé inaperçu. Et même si ça n'avait pas été le cas, comment aurait-il pu l'arrêter? Techniquement, il n'a rien fait de mal. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé sur ce vol. Peut-être que c'était juste la folie aléatoire de 4 personnes. Ou peut-être qu'il avait planifié leur attaque depuis des mois, même si ça avait l'air aléatoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis foutrement sûre que l'attaché-caisse de Néo n'était pas, en fait, vide. Voilà, nous avons atterri. Vous pouvez défaire vos ceintures et sortir du vol. Trop bizarre. Oui, c'est vrai, c'était étrange. J'ai plus à boire. Je n'ai plus à boire.
Bon, ben, je vais finir mon berlingot de jus de tomate. Mais si ça se trouve, il y avait peut-être quelque chose comme un gaz. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il y avait sûrement, un gaz ou un truc comme ça qui travaillait sur le système nerveux des gens. Et, euh, et c'est ça que... Non, j'ai terminé mon berlingot. Oui, c'est ça, une substance volatile. Mais encore une fois, vous voyez, on est obligé de se poser les questions et d'inventer, entre guillemets, parce qu'on suppose que c'est ça, d'inventer une fin sur cette histoire sans avoir réellement une fin complète sur ça. Après, je crois que c'est le but du livre, je pense aussi. Aucune des histoires choupies n'ont une explication à la fin. Donc, entre guillemets, c'est comme si on devait, une fois l'histoire terminée, euh, inventer ou trouver la fin. Oui, c'est ça. Mais du coup, pour celui qui a un esprit inventif, certes, c'est possible. Mais celui qui lit ça et qui n'a pas du tout euh, de facilité au niveau de la visualisation et qui n'a pas pu s'imprégner, aussi, aussi, c'est possible. Mais c'est ça, ça aurait été mieux avec une vraie fin. Je suis d'accord avec vous. Ça donne à la réflexion, oui, tout à fait. Après, il y en a, on a vraiment besoin d'avoir, on aurait vraiment eu besoin d'avoir quand même des détails que l'on n'a pas dans l'histoire. Ou alors, comme je vous dis, on n'a pas les détails parce que la traduction n'est pas faite comme elle aurait dû être faite. C'est possible que ce soit ça. Voilà mes petits chats.